Il était une fois une chaîne YouTube qui, après chaque épisode de Doctor Who, sortait une critique à chaud. Inlassablement, après chaque épisode, en utilisant des costumes et en étant toujours plus ou moins pertinent. Vous êtes sur cette chaîne. The Story and the Engine est terminé, il est temps de réagir chaud. Le docteur va à Lagos dans son salon de coiffure préféré et s'y retrouve coincé avec 4 personnes disparues. Merci à la prod d'avoir donné son feu vert pour faire une histoire aussi particulière. C'est un épisode qui, je pense, a besoin d'être décanté. Déjà, à partir du moment où j'ai fini de le voir et maintenant, j'ai commencé à analyser pas mal de trucs, on l'a revu un petit peu en diagonale aussi et ça m'a éclairci certains trucs parce que, de prime abord, c'est un peu... J'ai envie de dire bazar, mais c'est parce qu'en fait, il y a tellement de mini-éléments qui vont venir s'imbriquer, qui vont former une toile, en fait, comme la toile de l'épisode. On va avoir plein d'histoires qui s'imbriquent, et quand on le regarde, on peut être un peu désorienté en se disant mais dans quelle direction il va, alors que quand on va le revoir, il va y avoir plein d'indices qui vont nous mener vers la fin. C'est assez fascinant. Mais après, j'avoue que du coup, sur le premier visionnage, j'ai bien aimé l'épisode, mais j'étais en train quand même d'être tout le temps dans ce questionnement, et donc je pense que c'est vraiment le type d'épisode qui va gagner en intérêt au fil des visionnages. Contrairement à Lucky Day. Bah oui, tu vois, Lucky Day, j'ai peu évolué de point de vue depuis Lucky Day. Enfin, c'est un épisode un peu moins profond. Là, c'est un épisode qui est extrêmement poétique. D'ailleurs, c'est écrit par un poète. À la base, il est pas scénariste. Ce qui peut expliquer le fait que la narration soit très bizarre. C'est pas ce qu'il fait habituellement. Lui, il fait du théâtre et de la poésie. Inwa Elams, c'est un fan de Doctor Who, de très longue date, et qui était très content de travailler sur Doctor Who. Mais en fait, ça se ressent que c'est pas quelqu'un qui avait pour objectif absolu de travailler sur Doctor Who. C'était un peu une espèce de rêve, quoi. Et donc, il y a vraiment ce feeling de fan qui, justement, a eu envie de raconter ce que Doctor Who lui apportait à lui. Ce qui retirait de Doctor Who, et en l'occurrence, c'est le pouvoir des histoires et le fait que Doctor Who, tu peux raconter absolument n'importe quoi. C'est rigolo parce que ça me rappelle un peu nous quand on écrit des livres, quand on écrit des histoires autour de Doctor Who. Où on va les mettre en évidence, le truc qui nous attache à Doctor Who, même sans s'en rendre compte. C'est un truc qu'on retrouve dans les fanfictions, mais qu'on retrouve assez souvent, je trouve, dans la série, quand on a des auteurs qui viennent pour un seul épisode, comme ça, et qui vont vraiment aller poser leur vision de Doctor Who. C'est la preuve qu'en fait, il faut des nouvelles plumes sur Doctor Who, un renouvellement constant, parce que ce genre d'écriture, on peut pas l'avoir avec un scénariste qui écrit souvent pour Doctor Who. C'est un peu le truc qui est un peu souvent reproché à Marvel, ou au moins qui a été reproché à Marvel, d'avoir des artistes, ouais, des auteurs qui faisaient des trucs originaux, mais toujours être bridés, alors que là, Doctor Who, en fait, tu sens qu'il bride pas beaucoup, en fait. Mais c'est pour ça que je voulais remercier la production au début, parce que, justement, il y a cette liberté qui est laissée pour faire des trucs étonnants, et ça fait le sel de Doctor Who, et donc je suis vraiment contente qu'on ait ce genre d'épisode. À propos d'Inwa Elams, sachez que l'histoire que raconte Rachid dans son fauteuil, eh bien, c'est une histoire qui vient d'un poème d'Inwa Elams, qui lui-même vient d'une autre histoire, donc on se retrouve déjà avec cette boucle de les histoires racontées, et au fil du temps qui évolue. Et franchement, on sent que c'est écrit par un poète dans beaucoup de dialogues. Je suis tombée amoureuse du concept des histoires qui sont comme un cœur qu'on a dans le cerveau. C'est magnifique, c'est très très beau. Je pensais que chaque histoire était un cœur, en fait. Non, chaque histoire, on les prend dans son cœur, autant que dans son cerveau, mais c'est le cœur qui parle dans le cerveau, en fait. C'est un peu l'épisode, hein. Oui, ça définit bien l'épisode, c'est vrai. Moi, j'aime bien ma métaphore aussi, hein. Les histoires, c'est des petits cerveaux qui sont dans ton... Des petits cerveaux qui sont dans ton cœur. Non, c'est l'inverse. Des petits cœurs qui sont dans ton cerveau. C'est le cerveau qui fait... Et il y a un truc qui sert super bien à cette vision poétique, c'est l'esthétique de l'épisode. On avait déjà dit un peu ça pour The Well. Quand on a un épisode qui se passe dans un seul endroit, en huis clos, on a tendance à beaucoup développer ce décor et tout ça, parce que c'est là que va se passer le principal du truc, mais ici, non. On a tout ce qui est le marché, on a les images animées, c'est magnifique aussi, sur la fenêtre. On a justement la machine à histoire. D'ailleurs, pourquoi est-ce que le titre VF, c'est pas la machine à histoire? C'est le titre dans les sous-titres, ça marche carrément bien. Je sais pas pourquoi. Donc pour moi, il s'appelle La Machine à Histoire en français. On a aussi la musique qui aide pas mal ça. Alors j'avoue que l'usage du thème du 15e Docteur est justifié à ce moment-là, mais pas celui qui m'a le plus parlé. Par contre, toutes les musiques qui ont vraiment été créées pour l'épisode participent justement à cette ambiance très immersive. Et donc tout ça, moi je trouve que ça montre vraiment l'importance des castings diversifiés, à la fois pour les acteurs, mais aussi pour les techniciens, pour les scénaristes, pour les réalisateurs. Parce qu'on se retrouve avec un scénariste qui parle vraiment de son vécu, de l'importance que les histoires ont à l'intérieur, parce que toujours aujourd'hui, il y a une très grande tradition orale, entre autres à travers les barbershops,
D'ailleurs, c'est intéressant vraiment de mettre en avant ce côté importance de la coiffure, qui est très importante au Nigeria. Et même, ça parle plus largement de l'expérience des gens qui ont été déracinés, en fait, à leur culture d'origine, mais qui continuent à avoir des liens avec cette culture, tout en ayant intégré maintenant une autre culture. C'est quand même quelque chose qui parle à énormément de monde. Et c'est bien que Doctor Who aborde ce sujet, surtout qu'en plus, on a ce lien avec Belinda, qui va parler de sa propre expérience, et le fait que sa grand-mère trouve que c'est important qu'elle ait toujours des contacts avec ses racines. Et donc, je trouve ça super que Doctor Who aborde ce genre de sujet, et surtout que ce soit fait par le biais de quelqu'un qui a véritablement eu cette expérience, qui a véritablement été déraciné de ses origines à un point. On a aussi toute l'évocation, toute la mémoire de l'esclavage, et aussi les techniques qui étaient utilisées par les esclaves pour pouvoir ruser. Là où c'est assez cocasse, c'est qu'en fait, eh bien, ces méthodes pour ruser, dans pas mal de colonies, ça s'était symbolisé autour des histoires d'Anansi, justement, parce que c'est le farceur et qu'il trouvait des méthodes pour se tirer de certaines situations, et donc ces méthodes pour pouvoir justement ruser dans les colonies, et bien, en fait, elles passaient par ces histoires. Tu veux pas nous raconter l'histoire de Anansi qui mange des noix de coco? J'étais sûre que t'allais demander celle-là. Pourquoi tu veux que je raconte spécifiquement l'histoire de Anansi mange des noix de coco? Parce qu'elle est trop bien. Mais je sais qu'elle est trop bien, mais je peux pas raconter ça sur YouTube, je vais me faire flag. Tu la raconteras à la fin. C'est la fiche de fin, ça sera l'histoire de Anansi qui mange des noix de coco. Ok, d'accord. C'est assez fascinant, allez lire les histoires d'Anansi, c'est des histoires super courtes, et qui se recoupent beaucoup, parce que selon les endroits d'où elles viennent, bah forcément il y a des traditions orales qui sont pas les mêmes, et c'est trop bien. Je vous mets un lien en description pour pouvoir en lire 200, voilà. C'est cadeau. C'est cadeau. Donc ce rapport aux histoires dont on parlait, c'est en effet un rapport très important au Nigeria, mais dans le monde entier, d'ailleurs c'est ce que nous dit l'épisode, si on est privé de nos histoires, qui très souvent dans beaucoup de cultures se sont manifestés sous la forme de dieux, si ces dieux on les supprime, on supprime une bonne partie des histoires culturelles de tout le monde. Et donc ces histoires, elles sont vraiment une partie primordiale des histoires de chacun. On connaît tous des centaines d'histoires, on a été nourris par ces histoires, et justement c'est ce qui marque nos origines, notre histoire, de là d'où on vient. C'est important pour nos identités, c'est tout le truc de les histoires, on les a dans le cœur. On a tout un truc sur le pouvoir des mots, on nous parle de l'histoire en 6 mots d'Hemingway, qui est, je la traduis, à vendre, chaussures bébé jamais portées. Rien que de la dire, tu vois, je suis... Oui, elle marche trop bien. Elle marche trop bien parce que moi tout à l'heure je l'avais zappé et quand tu me l'as redit, j'ai fait ah ouais non ça marche. Mais ouais, elle est incroyable cette histoire. Bon l'histoire du docteur je nais, je meurs, je nais. Non c'était je nais, je meurs. Je nais, je meurs. Elle est moins bien. Elle m'a moins touché. Oui, mais dite par le docteur, c'est ça qui envoie toute la puissance. Et ça, on va en reparler un petit peu après. Parce que je voudrais quand même, avant qu'on y aille, parler des dieux, même des personnages de manière générale, qui survivent grâce à ces histoires. Ça, c'est un truc très commun parce que, c'est vrai, si aujourd'hui on entend toujours parler de Bastet, de Thor, tous les personnages dont on a entendu parler dans l'épisode, c'est parce que les histoires ont perduré. Et on fait survivre leur mémoire, en fait. Et en plus, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup en fiction, et je trouve ça très drôle qu'il y en a un qui soit cité dans l'épisode, à savoir l'histoire sans fin. Je sais pas si c'est cité dans la VF, mais en tout cas, dans la VO, ils disent Never Ending Story, qui est basé sur ce principe-là, c'est les personnages, s'ils sont oubliés, le monde de Fantasia va être détruit. Et c'est un truc qu'on retrouve très souvent en fiction. Je pense à Everworld ou American Gods qui fonctionnent comme ça. C'est un trope assez régulier quand on parle du pouvoir des histoires, mais qui fonctionne toujours. Après, l'histoire en elle-même... Ce que je disais, je pense que en la regardant plusieurs fois, on va pouvoir s'accrocher un peu plus. Sur le moment, j'étais, c'est bien, mais c'est pas forcément ce qui m'a le plus transcendé dans l'épisode, toute l'histoire autour du coiffeur. Même si, en fait, pareil, en y réfléchissant de plus en plus, l'histoire, elle est en train de grandir en moi. Du coup, je regarde la note qu'on a mise sur H juste après avoir vu l'épisode, et je me dis, elle est super sévère, ma note, alors que elle est pas si nulle. Moi, je peux dire pourquoi j'ai mis une note assez basse. La façon de raconter l'histoire est bien sans être excellente, en fait. J'ai trouvé que ça mettait du temps à démarrer, et que ça mettait du temps à se terminer aussi, bizarrement. Je suis un peu resté en dehors aussi, parce que t'as tout un côté magique. En fait, t'as un côté, c'est space fantasy, c'est ça? Ouais, c'est complètement de la space fantasy. Alors, Doctor Who, de base, c'est de la space fantasy. Donc c'est de la fantasy spatiale, ou science fantasy parfois on dit, mais où du coup on va avoir un mélange de science-fiction et de fantasy, et où là on est en plein dedans, parce que on est sur une araignée mécanique qui est pilotée par un moteur, mais en même temps tout ce qui se passe autour est assez magique, l'espèce de tablier, la tondeuse, même
fait qu'il y ait cette espèce de toile, on sait pas trop ce que c'est, l'existence des dieux, et du fait qu'ils sont nourris par des histoires, tout ça, c'est pas des trucs qu'on peut expliquer par la science. Donc on est vraiment dans de la science fantasy ou de la space fantasy pure et dure. Moi, j'adore ça. Mais c'est vrai que toi, tu préfères quand Doctor Who est un poil plus réaliste. Après, alors des fois, tu rentres dedans et ça marche, mais c'est ce qui est compliqué avec ce genre d'histoire. Là, toi, la magie, c'est pas trop ton truc, déjà. Alors, la magie, moi, j'aime pas trop le truc c'est magique, c'est comme ça. C'est peut-être la seule chose qui pêche un peu pour moi, narration et retournement de situation qui m'ont pas trop plu, en fait. Avant de passer au Docteur, j'aimerais juste préciser, justement vu qu'on parle de l'histoire et tout ça, que l'histoire que raconte Homo dans le fauteuil, eh bien, elle existe en prologue. Elle est sortie sur le site officiel de la BBC. Pareil, je vais vous le mettre dans la description si vous voulez, comme ça vous pouvez aller le lire. Et on retrouve Blue, donc la femme qui à l'époque est une petite fille avec les boucles d'oreilles, et l'histoire de comment Homo a rencontré le Docteur avec l'incendie, tout ça. Et c'est plutôt cool. Et un peu incohérent avec l'histoire qu'il raconte dans l'épisode, parce qu'il y a certains détails qui ont été rajoutés en plus, on sent que ça a été créé après. Mais franchement, c'est une lecture plutôt sympa, qui est écrite aussi par Ian Williams. Du coup, le Docteur. Le Docteur n'a pas l'air de se souvenir qu'il a été noir avant, pourrait-on croire. En fait, je pense que c'est plus dans le sens... il se souvient d'avoir été fugitif Doctor, mais comme il en a pas la mémoire, il se souvient pas d'avoir vécu une vie en ayant la peau noire, en fait. Du coup, c'est intéressant que ce soit l'épisode où, justement, on voit revenir le fugitif Doctor, parce qu'en fait, du coup, on a ce truc où, le début, le Docteur qui dit « Ouais, bon, voilà, j'ai pas eu cette expérience avant, et puis maintenant, je me rends compte que je suis plus traitée de la même façon quand je vais au Royaume-Uni, et que, du coup, ici, ça me permet de me ressourcer, de pouvoir parler de mes histoires, tout le monde m'adopte, quoi, enfin, il croise quelqu'un dehors directement, c'est Tati, parce que il vient souvent, et puis tout le monde est cool avec lui, et donc il va arriver dans le salon, il va rencontrer Abby, qu'il va pas reconnaître tout de suite, mais on est dans un lieu, alors je sais pas si c'est parce que c'est un lieu où les histoires se mélangent, ou si c'est parce que Abby est une déesse, et que du coup, elle va aller lui rappeler des souvenirs, mais petit à petit, il va se souvenir d'elle. J'ai trouvé ça plutôt bien amené, ce fait que, au début, il se souvient juste vaguement, puis après, il parle du fait qu'il aurait dû épouser la fille d'Anansi, mais il la reconnaît toujours pas, et soudain, il la reconnaît, et c'est à ce moment-là, on voit passer le souvenir du fugitif Doctor, parce que c'est des souvenirs qu'il a enfouis, mine de rien, parce que le 13e Docteur se souvenait par bribes, par moments, de trucs qui s'étaient passés pendant cette période-là. C'est un petit cœur dans son cerveau, encore. C'est un petit cœur. Mais il est caché, ce cœur. C'est rigolo, parce que du coup, si tu mets en parallèle, ça fait un truc très, encore méta, en fait, vu que c'est des histoires qui n'ont jamais été racontées, le Docteur s'en souvient pas, alors que tous les Docteurs, premier, deuxième, c'est des histoires qui ont été racontées du coup, il s'en souvient. Via la série, donc il s'en souvient. Par contre, le Docteur dont t'as pas eu l'histoire, en fait, mais il s'en souvient moins. Ouais, alors que maintenant, du coup, cette histoire-là, il va s'en souvenir. Voilà. Autre truc par rapport à fuite des histoires et compagnie, pourquoi on voit le capitaine Poppy de Space Babies dans la ruelle? Soit c'est vraiment l'histoire qui a fui, ou alors est-ce que c'est un teasing pour un truc qui va arriver pour le final ou la saison prochaine, ou est-ce que c'est juste mis là pour que potentiellement ça puisse être réutilisé plus tard? C'est pas. C'est intriguant. Ah, il y a un truc que j'ai pas dit sur Fugitive. Elle dit une phrase qu'en gros, oui, j'ai dû partir, je m'occupais d'une autre histoire, qu'il faudra bien que je finisse un jour. Pareil, est-ce que c'est un teasing pour quelque chose à venir, ou est-ce que c'est mettre une bille là pour potentiellement faire quelque chose du personnage plus tard à l'occasion, quoi? Je me demande. Mais en tout cas, j'étais super contente de revoir Jo Martin, évidemment. On veut toujours plus de Jo Martin. Moi, ils peuvent la mettre en caméo à tous les épisodes, j'ai aucun problème avec ça. Non, mais c'est vrai qu'on a eu tellement peu de Fugitive Doctor que déjà, c'est cool de la revoir, et puis en plus, c'est toujours chouette d'avoir de la continuité sur le Timeless Child, sur le Fugitive Doctor, c'est appréciable. Et donc, lié au Fugitive Doctor, nous avons Abby. Et Abby, dès le départ, on sent que c'est pas vraiment une méchante. Enfin, elle est dans le camp du bad guy, mais en même temps, elle rapporte à manger aux autres, les autres ont l'air de plutôt bien l'apprécier, même si elle est assez ferme et qu'elle est pas super agréable. La plupart des moments où elle est assez négative, c'est quand elle est vis-à-vis du docteur et que le docteur ne la reconnaît pas, alors que il est quand même... Pour elle, elle dit « mais pourquoi s'il me reconnaît pas, quoi ?» Après, comment elle fait, elle, pour la reconnaître? C'est une déesse. Je pense que la déesse, elle est en présence du docteur, elle reconnaît le docteur, tu vois, Et en face, on est le coiffeur, qui est un méchant que je trouve assez intéressant, que j'avais un peu du mal à saisir ses motivations au premier visionnage, et comme j'ai dit, petit à petit, ça commence à se relier et tout ça, mais du coup, c'est un mec qui est faillible, qui est juste en manque de reconnaissance, qui aimerait juste qu'on reconnaisse son travail, qui est un travail énorme, donc créditer les artistes. Et en fait, il se prend une leçon d'humilité tout en... ses griffes sont légitimes, en fait. Mais lui, c'est pas un dieu, et
bah, il faut qu'il les raconte à son échelle, en fait. Faut pas qu'il essaye de se brûler les ailes à être aussi fort que les plus puissants. À son échelle, il peut déjà avoir son importance et transmettre ses histoires. Et du coup, on se retrouve avec une conclusion qui est logique, avec, bon, pour le moment, au début, je me suis dit, pourquoi est-ce que tous les docteurs débarquent? Mais en soi, oui. Oui, c'est normal. Le docteur, c'est un puits d'histoire. Il n'est fait que d'histoire, comme disait Julien tout à l'heure. Nous, on ne connaît le docteur que parce qu'il est fait de ces histoires. Donc, en fait, c'est logique d'aller créer une espèce de surchauffe en donnant toutes ces histoires. Un petit peu Ring of Akaten, en fait, en y pensant. C'est comme ça que le docteur veut nourrir la planète. Sauf que là, ça marche pas dans Ring of Akaten, alors que là, ça marche. Il veut donner ses histoires, parce que c'est lui qui a le plus d'histoires, mais en fait, la planète, elle s'en moque. Elle veut une histoire simple mais touchante comme celle de Clara. Et où du coup, ça fait un parallèle intéressant avec ici, où pour remplir à fond la jauge, il a dit une histoire toute simple avec Belinda. Ça tombe, la saison va se terminer avec le docteur qui va dire qu'il faut continuer à parler de lui, sinon ça va arrêter et tout. Et donc du coup, si Disney arrête, ce sera Disney les grands méchants, tu vois, ça sera... T'imagines le docteur qui dit frontalement à la caméra « Continue à parler de moi, sinon Disney m'arrête. » Et en plus, c'est une belle fin. Justement, Julien trouve que c'était un peu long pour la résoudre. Moi, le rythme de la fin m'a pas tant choqué, qui nous permet en fait de comprendre pourquoi le docteur va aller pardonner au coiffeur et comment il va avoir toute cette histoire de repenti, de pardon qui va aller s'articuler autour. En plus, tout le monde est vivant, tout le monde est reconnaissant de ça. C'est une belle fin. Et justement, je pense que c'est une belle fin parce qu'elle prend son temps. Bref, on est encore sur une très belle saison. Pour l'instant, que des épisodes qui m'ont satisfait. Je retiendrai cet épisode comme un des plus poétiques de la série et comme un cœur dans mon cerveau. Alors, l'histoire de Anansi et la noix de coco. Anansi est en train de manger des noix de coco, elles sont absolument délicieuses. Il y a Tigre qui arrive, et Anansi n'a absolument pas envie de lui donner des noix de coco. Du coup, quand Tigre lui dit « Qu'est-ce que tu manges ?» il répond « Bah, je suis en train de manger une de mes boules. » C'est dit, tu vois. Donc Tigre se dit « Bon, bah ok, ça a l'air bon. » Alors du coup, il rentre chez lui, il se coupe une boule, il la mange, et puis... il me semble qu'il meurt. Il meurt, ouais. Ouais. Il se vide de son sang. Ouais, il se vide de son sang, il la mange même pas, juste il meurt. Et Anansi arrive, mange les boules du tigre, et mange le tigre avec. Comme ça, il a eu un repas gratos. Il mange le tigre, les boules avec, je crois, si je me souviens bien. Il mange le tigre, les boules avec. Ouais. Il mange le tigre, les boules avec. Zoubi les arbis. Zoubi les arbis, à la semaine prochaine.